Bonjour à toutes et à tous, amis téléspectateurs. Bienvenue dans l'invité du week-end qui va s'intéresser aujourd'hui à la question de la gestion de la fertilité des sols comme défi à l'intensification agricole. Nous recevons sur ce plateau Dr Gustave Dagbenambaquin. Il est directeur de recherche, chercheur en fertilité des sols et nutrition des plantes à l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB. Bonjour docteur et merci d'accepter de prendre part à cet échange qui se veut quand même bénéfique aux acteurs du secteur agricole. Merci monsieur le journaliste. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le sol? Le sol, nous marchons sur le sol, nous produisons sur le sol les matériaux que nous utilisons pour construire. C'est aussi le sol. Le sol, c'est en fait quoi? C'est le garde-manger de la plante. Le sol, on peut définir le sol comme étant le matériau qui, à la surface de la croûte terrestre, est plus ou moins agrégé, généralement meuble, et qui résulte de l'action pendant un certain temps de l'atmosphère et de la biosphère sur la lithosphère. En fait, le sol provient de la désagrégation physique et de l'altération chimique des roches. Donc c'est une roche qui donne naissance à un sol. Vous voyez par exemple le sol sur lequel nous sommes ici. C'est un sol rouge. Donc c'est une roche qui a donné naissance à ce sol rouge. Vous allez vers dans la Lama, par exemple, dans les environs de Serpoué, vous allez voir un sol qui est noir là. C'est aussi une roche qui a donné naissance à ce sol. Donc c'est la roche qui donne naissance au sol. D'accord, d'accord. Et sur ce, dites-nous quels sont les types de sols dont dispose le Bénin et lesquels sont surtout adaptés aux cultures vivrières et d'exportation. Les types de sols dont nous disposons au Bénin. Nous avons au Bénin, disons, 5 grands types de sols. 5 grands types de sols dont la genèse est fonction d'un certain nombre de facteurs. C'est la roche, mais j'avais dit ça tantôt, c'est la formation végétale, c'est le climat, c'est la géomorphologie, c'est le modelé, c'est beaucoup de facteurs qui déterminent le type de sol. Nous avons par exemple, sur le cordon du littoral, nous avons des sols d'apport qui sont sans horizon. Lorsque vous creusez ce sol-là, il n'y a pas de distinction entre horizon de surface et horizon de profondeur. C'est des sols d'apport. Des sols peu évolués d'apport. Et il y en a aussi qui sont des sols minéraux bruts qu'on rencontre au niveau des zones, des régions montagneuses du Bénin. Et ces sols occupent environ 20% des sols du Bénin. Ça, c'est le premier type de sol. D'accord. Nous avons au niveau du sud, de la partie sud du Bénin, sur le plateau d'Alada, plateau d'Abomey, tout ça, vous allez voir, c'est des sols rouges, c'est des sols ferralitiques. Des sols ferralitiques. Et ces sols, lorsqu'ils sont développés sur de la gîte sableuse, on les appelle terre de bar. Par exemple, ici, on sort sur la terre de bar. Donc, c'est des sols qui représentent environ 10% des sols du Bénin. On a un troisième type de sol qu'on appelle les vertisols. C'est des sols noirs, les sols qu'on rencontre dans, comment dirais-je, à Bassi-Lomé, les sols qu'on rencontre aussi dans le plateau, département du plateau, je crois que c'est à Poubert, on rencontre ça, et c'est ce qu'on rencontre également dans Tiaroba-Débé, dans le Mono. C'est des sols qui sont très riches, mais faibles représentés. Ils ne représentent que 1% des sols du Bénin. On a aussi des sols qu'on appelle les sols ferrugineux, qui sont les sols fortement représentés au Bénin. Là, tu parles de la région de Sétor,
dans le sud jusque dans le nord, dans tous les deux nords. Quand je parle de deux nords, c'est 4 nords maintenant, hein, le Bago, la Libori, la Takora, la Donga, voilà. Donc, ces sols qui sont majoritairement représentés. On a 60% pratiquement des sols du Bénin. Et on a, je dois ajouter qu'on a trouvé des reliques des sols ferralitiques sur l'axe Kandi-Sibana. On a trouvé des reliques dans cette région-là. Donc, je reviens, ça fait 4 types de sols. Il y a un 5e type de grands sols, qui sont les sols que nous rencontrons dans les vallées, là. Donc, des alluvions, ou bien des sols hydromorphes qu'on retrouve au niveau des cours d'eau. Des sols hydromorphes qu'on appelle aussi les clés-sols, qui représentent 3% pratiquement des sols du Bénin. Donc voilà les 5 grands types de sols que nous avons. Le Bénin dispose. Donc, le Bénin, D'accord. grands types de sols. Voilà. Quels sont les sols sur lesquels se développent les cultures ouvrières et les cultures industrielles? Vous voyez, les sols, les cultures ouvrières peuvent se développer sur tous les types de sols. En dehors des sols d'apport et des sols minéraux bruts. Vous voyez, c'est des sols qu'on défend, on défend toute exploitation sur ces sols-là. Mais les cultures industrielles se développent généralement sur les sols, sols ferrugineux tropicaux, donc qui sont les sols majoritairement représentés. Vous allez voir le coton, la culture cotonnière se développe sur ces sols-là, ce type de sols-là. Très bien. Nous avons les cultures industrielles comme le palmier à huile qui se développe également sur les sols ferralitiques et sur les sols ferralitiques et un peu sur les sols hydromorphes. On a sur les sols ferralitiques également se développe la culture d'ananas, qui est une culture industrielle. On constate là que les sols faiblement représentés, les vertisols, les sols hydromorphes pratiquement ne peuvent pas supporter les cultures industrielles parce que c'est des sols minoritairement représentés par rapport aux grands types de sols du Bénin. D'accord. Est-ce que, docteur, cette typologie de sol dont vous parlez explique la réforme gouvernementale qui concerne la territorialisation de l'agriculture au Bénin avec les pôles de développement agricole? Bien sûr, monsieur le journaliste. Je dirais oui, parce que d'abord, les pôles, pour élaborer les pôles de développement agricole, on s'est basé sur la carte des zones agroécologiques. Or, la carte des zones agroécologiques a été élaborée en prenant en compte les types de sols que nous avons, mais pas les aptitudes culturelles de ces sols, mais plutôt les cultures développées dans ces localités-là. Vous voyez. Donc, par ricochet, je dirais que les PDA, donc que nous appelons les pôles de développement agricole, sur lesquels se développent beaucoup de spéculations, on a pris en compte l'aspect sol dans l'élaboration de ces cartes-là. D'accord. Donc voilà ce que je peux répondre sur votre question, monsieur le journaliste. D'accord. On a parlé des sols. Parlons maintenant à présent de leur fertilité. Fertilité des sols, à quoi nous renvoie ce concept? C'est quoi en fait? La fertilité des sols, on peut dire que c'est l'aptitude d'un sol à produire de façon permanente selon ses caractéristiques physico-chimiques, ses caractéristiques intrinsèques. La notion de fertilité des sols est une notion un peu complexe, mais voilà comment on peut la définir. Donc, l'aptitude d'un sol à produire, à faire de la production végétale, à produire, mais de façon à ce que la production soit permanente et en tenant compte, bien sûr, des caractéristiques
intrinsèque de ce sol-là. Mais la base même de la fertilité des sols, c'est l'argile et l'humus. C'est l'argile et l'humus qui forment ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et c'est sur ça que repose visiblement la fertilité des sols. Lorsque vous voyez des sols qui sont riches, il faut comprendre que non seulement la roche qui a donné naissance au sol est riche, mais le sol a de l'humus, donc de la matière organique, qui permet de retenir l'eau et de retenir également, ou bien de libérer également, après sa décomposition, des éléments minéraux dont la plante a besoin. D'accord. Aujourd'hui, hein, plusieurs producteurs, il faut le dire, se plaignent du problème de fertilité des sols, ça baisse considérable. Cela est dû certainement à des pratiques eux-mêmes ignorent. Aujourd'hui, docteur, dites-nous un peu quelles sont les pratiques peu recommandées, mais dont les producteurs font preuve qui après, constituent vraiment un problème pour eux. Bien. Disons, est-ce que nous allons dire que les producteurs ignorent? Les producteurs savent certaines choses. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Lorsque on demande aux producteurs d'appliquer l'engrais en poquet ou bien d'appliquer l'engrais dans une bande de fermiers, le producteur, il peut appliquer l'engrais à ciel ouvert. C'est-à-dire, il applique l'engrais et il ne ferme pas. Alors qu'on lui a pas appris à faire ça. Donc, il y a des choses que les producteurs connaissent et ils n'appliquent pas. On dit aux producteurs, lorsque vous avez un sol qui est en pente, il faut produire, ou bien il faut faire les billons perpendiculairement à la pente. Bien sûr que c'est pas aussi aisé. Mais le producteur dit que c'est plus facile pour lui de faire les billons parallèlement à la pente. Et il préfère aller faire ça même. Lorsque vient l'érosion, ça ravage tout. Ça peut emporter tout. Vous voyez? Donc, cette pratique-là, les agents de vulgarisation, les techniciens que nous sommes, on a insisté dans le milieu rural, mais c'est des dispositions qui ne plaisent pas. On dit par exemple aux producteurs de ne pas pratiquer le feu, la pratique du feu. Parce que lorsqu'on met feu à de la végétation, il y a la matière organique qui est complètement partie, et ça va en fumer, mais il y a l'azote qui est toujours lié à la matière organique. Et donc, l'azote aussi, qui est un élément minéral, un élément majeur, un élément très important pour le développement des cultures, cet élément s'en va avec la matière organique. Et il reste dans le sol, donc la cendre, il reste sur le sol, la cendre. La cendre qui est riche en sels minéraux. Mais dans ce cas, ces sels minéraux sont des éléments qui sont disponibles à la plante. Un élément minéral qui est disponible, ça veut dire que cet élément peut être emporté par le ruissellement, peut être emporté par l'érosion. Donc, et le producteur, il trouve que c'est mieux pour lui de mettre du feu. Donc, l'effet de la cendre qu'il recherche, parce qu'il trouve que c'est toujours bien lorsque on met du feu, l'effet est fugace. Un mois après, ou bien un mois et demi, 2 mois après, l'effet s'en va. Et la plante commence par présenter des signes de carence en azote. Vous voyez? Les sels minéraux ces sels minéraux sont emportés par l'eau du sol, l'eau qui peut aller verticalement, ça peut aller de façon horizontale, ça peut aller de façon oblique dans le sol. Donc, tous ces sels minéraux qui sont donc des éléments solubles, disponibles dans la plante, s'en vont après l'érosion. Donc, c'est pratique. Le feu, c'est une pratique mais rien que le feu détruit l'argile et lui empêche de retenir les cations. Lorsque l'argile est détruite, elle n'arrive plus à retenir les cations, elle n'arrive plus à retenir l'eau. Vous voyez, je donne toujours pour exemple que on peut façonner l'argile. Ou bien on peut fabriquer un canari avec l'argile. Lorsqu'on fabrique un canari avec l'argile, c'est avec une forte intensité de feu. De l'autre côté, lorsqu'on façonne une personne avec l'argile, on fait passer l'argile qui a été façonnée là au soleil. On fait passer au soleil. Donc, lorsqu'on laisse tomber les deux, l'argile qui a été façonnée, on peut encore reconstruire les morceaux d'argile, tremper dans l'eau et refaçonner encore la personne. Par contre, ce qui est tombé sous forme de canari là,
on prend les morceaux, on peut plus, on remet dans l'eau, on peut plus refaçonner pour faire quoi que ce soit. Donc, l'argile, dans ce cas-là, dans le cas du Carrari, a perdu ses propriétés d'absorption. Exactement. Dans le second cas, l'argile a conservé parce que ses propriétés d'absorption de cation, parce que l'intensité de la chaleur n'est pas forte pour pouvoir solidifier ça et façonner. Vous voyez? Donc, les pratiques de feu. On dit aux producteurs de laborer selon les, je ne dirais pas les coupes de niveau, perpendiculaires à la pente lorsque le sol est pentu. Donc, ces pratiques-là, on dit appliquer les engrais organiques, appliquer les engrais chimiques. Le producteur, il n'applique pas la quantité qu'il faut, alors que lorsqu'il produit les fruits qui sont, par exemple, les graines, qu'on appelle les produits. Hein, techniquement, on appelle ça les produits. Ces produits emportent d'énormes quantités d'éléments minéraux, c'est-à-dire d'azote, de phosphore, potassium, calcium, magnésium. Oui. Et il ne reste que dans le sol que les résidus. Mais ces éléments qui sont exportés du sol ne sont plus retournés au sol. Et il y a donc un déséquilibre. Donc, le producteur ne respecte pas cette loi de la fertilité, qui est la loi de la restitution. Il ne respecte pas. On insiste, mais il ne respecte pas. Il n'arrive pas à respecter. Mais on regarde déjà de ces pratiques des producteurs. Et que sera du moins, que seront nos terres d'ici 20 ans? Est-ce que avec ces pratiques-là, on est sûr de conserver la fertilité de nos sols? Ah, mais avec ces pratiques, on peut, il faut insister. Il faut insister. Et dès que le producteur il fait ces bonnes pratiques non recommandées, il faut attirer son attention dessus. J'étais allé, par exemple, dans une région, Tovlamé, je crois, à Zobodome, et j'ai vu les producteurs, ils ont fait du feu. Du feu partout. Et dit non, je ne suis pas venu pour faire une animation sur le feu, mais j'improvise une animation sur le feu. Quand j'ai réuni les producteurs de cette localité, ceux qui ont fait le feu là, même la population de cette localité-là, je leur parlais du feu. Ils ont dit, ah, mais qu'ils ne savaient pas. On ne savait pas. Vous voyez? Donc, ces pratiques, il faut inverser la tendance, il faut inverser ces pratiques-là. Montrer, mais ce n'est pas que nous n'allons pas faire le feu. Lorsqu'on a une grande forêt, on peut passer un coup de feu. Ça permettra d'avoir les souches, ça permettra d'avoir les branches qu'on peut recycler. Vous voyez? Mais après ça, il ne faut plus continuer avec la pratique du feu. Bon. Et les engrais, il faut apporter par culture un engrais spécifique. Auparavant, c'était l'engrais qu'on appelait sur le cotonnier qui existait sur la culture jurière. Mais maintenant, avec le gouvernement de maintenant, on a eu à utiliser des engrais vivriers pour les cultures vivrières. Je pense que cette tendance est en train de diminuer un tout petit peu. Mais il faudrait que chaque culture ait son engrais à appliquer. Le gouvernement de maintenant encore est en train de, disons, de vulgariser un engrais qu'on appelle, c'est un amendement phosphocalcique. Donc ça contient du calcium, ça contient du phosphore. Lorsqu'on regarde la plupart des sols qui sont utilisés, c'est des sols qui présentent des pH faiblement acides. Et donc ça va corriger un peu l'acidité et donc valoriser les engrais qui seront appliqués à ces sols-là. Donc voilà ce qui peut répondre à votre question, monsieur le journaliste. D'accord, vous avez déjà abordé la prochaine question qui concernait les bonnes pratiques quand même que vous allez recommander à ces producteurs en vue de la préservation de la fertilité des sols. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimeriez quand même recommander à ces producteurs? Les bonnes pratiques à recommander, c'est de faire en sorte que la matière organique soit présente dans le sol. Parce que, j'avais dit tantôt, que c'est la matière organique qui doit se mélanger à l'argile pour former ce que nous appelons le complexe argilo-humique, donc qui retient les éléments et qui échange ces éléments-là avec la solution du sol. Bien. Il y a que les engrais qui doivent être utilisés pour chaque culture, il faudrait que ces engrais soient appliqués et il faut que cela soit appliqué de la façon la plus recommandée. Il y a ce que nous appelons la gestion intégrée de la fertilité des sols.
une très bonne pratique, qui est une combinaison d'engrais organiques, d'engrais chimiques, d'engrais minéraux, des amendements locaux. Si on a des amendements locaux sur place, on peut encore faire usage. C'est l'usage aussi des semences améliorées. C'est l'usage des pratiques anti-érosives. Donc des pratiques qui peuvent conserver l'eau et puis qui peuvent conserver également le sol. L'eau, le ruissellement. Des pratiques qui peuvent protéger le sol contre l'eau, donc l'érosion hydrique, et contre l'érosion et contre les pertes de terre. Exactement. Ouais, donc, si on peut adopter cette pratique, qui est la gestion intégrée de la fertilité des sols, dans ce pays, je pense que on pourra gérer de façon intensive les sols. D'accord. Docteur, est-ce que la question de la fertilité des sols constitue vraiment une priorité pour l'action gouvernementale et pour vous en tant que chercheur et aussi pour les organisations de la société civile? Je dirais oui, parce que déjà en masse, lorsque vous passez dans le pays, vous allez voir déjà les engrais que le gouvernement actuel commence par mettre en place. Ça, c'est déjà très important parce que on ne peut produire le coton sans les engrais. Sans les engrais. Donc déjà, en mars, avril, vous voyez, lorsque vous faites le terrain, vous allez voir déjà des camions qui amènent les engrais. Ça, c'est déjà très important. Et c'est à l'actif du gouvernement. Bien. Il y a des dispositions qui sont prises également pour que la matière organique soit gérée au mieux. C'est par exemple un projet TASCO. TASCO, c'est la transition agroécologique qui se développe dans les zones cotonnières. Donc ça, c'est un projet qui permet aux producteurs de connaître, de se familiariser avec les bonnes pratiques, les pratiques durables de gestion de la fertilité des sols. Je pense que c'est déjà très important pour balancer un peu la tendance. Il y a aussi, au niveau de certains projets du pays, des dispositions qui sont prises pour la conservation au mieux de l'eau et du sol. Donc, je pense que, à mon avis, le gouvernement joue sa partition. Joue énormément sa partition. Et vous, les chercheurs? Bon, nous, les chercheurs, on accompagne toujours. Vous voyez, parce qu'il y a des technologies qui ont été mises au point. Il y a certaines de ces technologies qui n'ont pas été adoptées. Donc, les technologies qui n'ont pas été adoptées, on est en train de lever les goulots d'étranglement pour que cette technologie soit vraiment adoptée par les producteurs. Il y a également de nouvelles technologies que nous autres chercheurs, nous sommes en train de mettre en place. On est en train de mettre en œuvre de nouvelles technologies, on est en train de développer de nouvelles technologies. Mais ces nouvelles technologies que nous sommes en train de développer vont être testées en milieu réel et on verra si éventuellement il y a des goulots, on va les lever pour que. Et il y a des technologies qui ont été développées et qui sont adoptées par les producteurs. Donc nous autres chercheurs, on fait la promotion de la mise en œuvre à grande échelle de ces technologies. Ouais, donc les chercheurs aussi jouent leur partition, les développeurs jouent leur partition à travers la mise à l'échelle des technologies qui ont fait vraiment leurs preuves. Docteur, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un mot de fin à l'endroit des producteurs sur la question de la gestion de la fertilité des sols. Bien. Un mot à l'endroit des producteurs. Si je dois donner un mot, je dois dire mon mot à l'endroit des producteurs, je leur dirais pratiquement de suivre les recommandations des développeurs, des agents de développement, parce que ces agents de développement, ils ont été formés sur un certain nombre de technologies.
il nous qu'à respecter surtout la loi de la restitution. La loi de la restitution qui veut que ce qui sort du sol lui soit retourné. Vous voyez, si le producteur peut suivre cette loi-là, je pense que tout ira pour le mieux. Parce que les kilos d'azote qui serait sorti, il va penser à le restituer au sol. Le kilo de phosphore qu'il va exporter, il va le remplacer. Le kilo de potassium qui va sortir du sol sera restitué au sol. Même s'il n'arrive pas à restituer la totalité, mais qu'il pense aussi au sol. Parce que le sol aussi, le sol lui sert. Ouais, donc, il peut aussi penser au sol, penser que le sol aussi qu'il exploite doit être conservé, préservé. Je pense que tout ira pour le mieux, monsieur le journaliste. Alors, merci, docteur. Merci, monsieur le journaliste. Alors, merci à vous de l'autre côté de nous avoir suivis. Nous étions ravis d'avoir partagé cette demi-heure en votre compagnie avec monsieur Gustave Dagbenobakin, directeur de recherche, chercheur en fertilité des sols et nutrition des plantes à l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB. Je vous remercie et on se donne rendez-vous le samedi, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.